Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien. Ravi d'être là parmi vous, bien qu'à distance. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous regroupe ce jour, comment faire des environnements de travail des lieux de promotion et de préservation de la santé? Deux mots pour nous présenter. Alors je suis Nicolas Noir, je suis en charge du pôle recherche et développement pour le groupe Corus. Corus est une entreprise qui conseille et accompagne ses clients dans la conception, la réalisation et la maintenance de leurs environnements de travail. Alors, j'aurai le plaisir d'animer cette présentation avec notre partenaire Nacéol, expert du bien vivre et bien vieillir en entreprise, dignement représenté par Samuel Garnier. Sam, je te laisse te présenter rapidement et je Ok, reprendrai la parole. c'est gentil. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Samuel Garnier. Je travaille avec Nacéol, qui vient d'être présenté par Nicolas depuis plusieurs années, sur la santé au travail, dans le cadre, entre autres, d'un projet de thèse. Et dans notre équipe, je soutiens Étienne Varlan, qui est notre médecin et qui dirige le conseil scientifique de Nacéol. Deux mots, et puis après, je te redonne tout de suite la main, Nicolas, mais je suis également depuis plusieurs années instructeur en mindfulness, ainsi que responsable de la formation des directeurs et des cadres en travail social, médico-social et sanitaire à l'IFTS de Grenoble. Et je travaille régulièrement en collaboration avec l'Université de Grenoble-Alpes et notamment le laboratoire interuniversitaire de psychologie et avec Rebecca Shanklang, chercheur en psychologie, maintenant chercheur en psychologie sur Lyon 2. Nous travaillons sur différentes thématiques comme redonner du pouvoir aux personnes, à leur environnement et comment gérer au mieux nos émotions. Et c'est à ce sujet que Nacéol nous paraît être un acteur déterminant pour favoriser le lien entre l'actualité très claire de 2020, comment chacun de nous la vit et puis comment chacun de nous peut s'approprier ces changements d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Super Sam, merci. Donc ce webinaire vient conclure une série de 8 webinaires qui ont été organisés par Nacéol et Corus en pleine période de confinement sur le sujet de la santé, de la QVT. Ces webinaires avaient pour objectif, pour ceux qui les ont suivis, de vous fournir des outils pour mieux vivre cette période qui a été si particulière pour nombre d'entre vous. Donc, nous espérons que les conseils qui vous ont été prodigués vous ont été utiles. Vous pouvez retrouver ces webinaires en ligne sur notre site internet www.corus.fr et également sur notre chaîne YouTube. Alors, notre sujet de la matinée, sujet qui nous tient particulièrement à cœur avec Nacéol, comment faire de l'environnement de travail un lieu de prévention, promotion de la santé, de développement de la capacité d'agir individuelle et collective dans un contexte en plein bouleversement. Alors, c'est un vaste sujet que nous avons décidé de diviser avec Samuel en 4 parties. Donc, le webinaire va durer une trentaine de minutes et sera suivi d'une partie questions-réponses. Question que vous pourrez d'ores et déjà poser en ligne. Emma, qui nous accompagne sur la partie logistique du webinaire, et je l'en remercie, recueillera vos interrogations pour l'on puisse, j'espère, y répondre au mieux. Alors, la première partie de ce webinaire, on va se poser la question pourquoi ce sujet de la santé et de l'environnement de travail est si important à nos yeux et en quoi elle peut être un sujet stratégique pour vos entreprises. Dans un deuxième temps, on vous présentera notre solution, le Startup, qui a été développé par Nacéol avec le concours de Corus, solution pour faire des environnements de travail des lieux de promotion et de préservation de la santé. Dans une troisième partie, je laisserai la parole à Sam qui interviendra sur comme il vous l'a dit en introduction, sur les nouveaux modes de travail dictés par un contexte économique, sociétal, environnemental et même sanitaire aujourd'hui avec la crise du Covid en pleine disruption
et voir les répercussions de ce nouvel environnement sur la qualité de vie au travail et la santé des salariés et leur capacité à se mettre en mouvement. Enfin, pour terminer, je vous présenterai en dernière partie quelques réflexions en termes d'aménagement des environnements de travail dans le contexte qui est le nôtre, contexte que vous aura présenté Samuel en troisième partie. Alors, première partie, mais pourquoi ce sujet nous paraît-il si important? On a une conviction commune avec Nasséol, c'est que la principale ressource d'une entreprise est sa ressource humaine. Alors vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est d'autant plus vrai dans un monde en total bouleversement. On vit un bouleversement économique et sociétal sans précédent. On peut parler de troisième révolution industrielle avec l'arrivée de la digitalisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché. On est convaincu que ce sont les entreprises qui miseront sur l'humain, qui seront les entreprises compétitives, concurrentielles de demain. On aime dire chez Chorus que face à l'intelligence artificielle, il nous restera l'intelligence émotionnelle et relationnelle portée par le caractère humain. Donc, je vous dis, la principale ressource d'une entreprise, sa ressource humaine. Or, le principal capital d'une ressource humaine est sa santé. On ne peut rien faire en mauvaise santé, vous en conviendrez tous. Les entreprises ne pourront réussir leur transformation indispensable dans ce contexte disruptif sans des individus, un collectif en bonne santé. Donc, principale ressource de l'entreprise, sa ressource humaine, principal capital d'une ressource humaine, sa santé. Ajoutez à cela que 93% des collaborateurs d'une entreprise estiment que leur environnement de travail a un impact sur leur santé. Ça, c'est pas Chorus qui le dit, hein, ce sont des instances telles qu'Actineo, l'ARCEG. Donc, il devient évident que manager l'individu et le collectif à travers la santé et l'environnement de travail peut être une opération gagnante. En tous les cas, nous en sommes convaincus. Alors, face à ce constat, nous avons souhaité développer des solutions. Or, nous nous estimions pas forcément légitimes ni compétents en tant qu'aménageurs, concepteurs d'environnement de travail pour traiter de la question de la santé au sein des entreprises. Je parle souvent de la dictature du baby-foot ou de la salle de sieste. Il ne suffit pas de mettre en place un baby-foot ou une salle de sieste pour traiter du problème de la santé et du bien-être au travail. Donc, nous avons décidé de nous associer à des professionnels de la santé, en l'occurrence Nasséol, avec ses experts nutritionnistes, ostéopathes, psychologues, coachs sportifs, pour nous aider à enrichir nos cahiers des charges de conception et permettre à nos bureaux d'études, dessinateurs, de faire des environnements de travail des lieux de promotion et de préservation de la santé. Afin de tirer le meilleur parti de la réflexion de ces experts qui nous accompagnent, nous avons travaillé avec Nasséol sur une démarche commune que nous allons vous présenter via une courte vidéo qui durera à peu près 3 minutes. Donc, Emma, je te laisse lancer la vidéo de présentation de la solution Startup et ensuite Samuel poursuivra sur les nouveaux contextes et enjeux du travail. Dans votre entreprise, vous observez peut-être divers types de dysfonctionnements, l'empêchant de développer pleinement son potentiel. Chez Nasséol, nous avons la solution. Grâce à notre protocole RACE, nous vous proposons d'identifier en quelques jours les causes profondes de ces dysfonctionnements, puis de vous aider à les régler de façon pérenne, tout en répondant à vos obligations réglementaires. Mais qu'est-ce que le protocole RACE exactement ? Tout d'abord, afin de personnaliser notre intervention, nous réalisons un cadrage stratégique permettant d'appréhender au mieux vos enjeux et les besoins de vos collaborateurs.
Nos experts interdisciplinaires réalisent ensuite un audit de la santé de votre organisation par les salariés qui la composent. Nous permettons à chacun, s'il le souhaite, de remplir notre questionnaire en ligne appelé Startup. Puis affinons ses réponses lors d'un échange autour de 3 axes. Premièrement, autour des forces du salarié, c'est-à-dire son énergie globale, ses capacités physiques, son alimentation et son équilibre émotionnel. Nous élargissons ensuite notre approche à son environnement, que nous appelons son home, pour ses rapports humains, son appartenance à l'organisation, la manière dont il est managé et enfin son espace de travail. Le dernier axe est sa capacité d'agir, c'est-à-dire d'être autonome dans ce qu'il entreprend ainsi que sur sa capacité d'adaptation pour participer aux transformations de demain. Suite à cela, nous rassemblons et interprétons ces données pour produire 2 rapports, l'un individuel et confidentiel, et l'autre collectif. Nous obtenons ainsi des indicateurs actuels sur le bien vivre, mais aussi prédictifs sur le bien vieillir de votre entreprise. À la lumière de ces rapports, nous agissons à 2 niveaux. Collectivement, avec le plan d'action Home, où nous coordonnons l'ensemble de nos experts pour agir de manière globale sur l'environnement professionnel. Le plan d'action individuel Move Up, quant à lui, permet à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier d'un entretien avec l'expert interdisciplinaire de son choix pour mettre en place des actions concrètes qui améliorent son quotidien. En identifiant ses envies et leviers de motivation, nous l'aidons à s'approprier durablement de nouvelles habitudes personnalisées. Ainsi, à travers le protocole RACE, nous offrons des solutions complètes permettant de perfectionner l'efficience individuelle au service de l'intelligence collective afin de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et demain de votre entreprise. Très bien, du coup, merci pour la vidéo. Je vais reprendre la main, si vous le voulez bien, et très clairement, aujourd'hui, on a un défi ensemble à relever. Hein. Comment on fait du commun, notamment dans ce contexte. Et puis, au niveau de ce climat anxiogène, au niveau de l'impuissance que cela peut générer, au niveau de la dissonance ou de la culpabilité que cela crée. Hein. Donc, comment nous pouvons chacun et tous ensemble développer un peu plus de pouvoir sur nous-mêmes pour développer notre créativité collective tout en se préoccupant de notre santé. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, entre autres autour de la réflexion sur le télétravail, par exemple. Donc, tout d'abord, pour bien comprendre dans quelle actualité nous sommes, je vous propose de revenir sur le contexte. Donc, on est bien dans un contexte de crise, entre autres, donc dans un monde VUCA, VUCA exactement, volatile, uncertainly, complexe et ambigu. Hein. Et la Société française de prospective estime que nous sommes au commencement d'une grande transition numérique, écologique, démographique, économique et démocratique. Et voilà, sur la prochaine diapo, Emma, si tu veux bien, on voit justement ces enjeux. Et pour faire face à cette transition, il est nécessairement indispensable de croiser toutes les disciplines scientifiques, notamment économiques, sociologiques, en sciences humaines, en sciences politiques, en géographie, pour révéler les 3 nouveaux piliers de notre futur. Le premier pilier serait la simplexité, c'est-à-dire aujourd'hui, il est nécessaire de rendre lisibles les choses complexes dans lesquelles nous sommes. Échapper à la fois au réductionnisme, c'est pas de faire des raccourcis, au simplisme des idées toutes faites, il y en a énormément en ce moment, et échapper à la paralysie face à un monde devenu trop complexe. C'est finalement transformer notre rapport à la connaissance et d'éviter toutes les formes d'enfermement dans lesquelles nous risquons de plus en plus être enfermés et, entre autres, de diffuser des savoirs et des informations dans tous les sens. Deuxième pilier, c'est l'empathie. C'est prêter attention à autre que soi. L'attention à l'autre, c'est-à-dire tout ce qui empêche de se replier sur ses intérêts égoïstes et sur un pur utilitarisme à court terme. Finalement, on va développer, on va redonner un sens éthique et de justice. C'est essentiel aujourd'hui chez tous les piliers scientifiques que je vous ai cités tout à l'heure. Un troisième pilier, c'est la société organique, c'est-à-dire une prise de conscience du fait que nous sommes tous dépendants les uns des autres, dépendants aussi de la nature, et que nous avons collectivement à gérer ces interdépendances
et ces biens communs auxquels nous sommes tous liés. Finalement, le monde qui s'offre à nous apparaît le plus souvent dans sa complexité comme une somme de problèmes difficiles à résoudre et remplis d'incertitudes. Et de nombreux sociologues ont cherché à comprendre et à éclairer les effets de la complexité. Et ils ont conclu, par exemple, que les individus sont moins prévisibles quand la complexité est trop forte. Et que cela, du coup, génère du désordre. Donc, faire avec la part d'ordre et de désordre est alors ce défi que je vous propose de relever ensemble, un défi permanent auquel sont confrontées toutes les démocraties et toutes les économies aujourd'hui. La crise sanitaire est continue et illustre bien ce désordre. Et devant cette menace inédite de la crise sanitaire, on va réagir tous de manière très différente selon notre personnalité. Certains paniquent, d'autres gardent leur calme, d'autres s'en moquent. Finalement, un paramètre décisif, c'est la tolérance à l'incertitude. Par exemple, accepter les comportements des uns et des autres face à la crise et les mesures de précaution peuvent alors être proposées et appliquées avec calme. Tout est une question de juste milieu. Un autre effet du coronavirus est le phénomène de désaffiliation. Voilà. Le phénomène de désaffiliation, il existe depuis longtemps dans les sociétés occidentales, mais il s'accélère depuis quelques mois. Le baromètre Paris Workplace IFOP en 2019 sur les relations au travail relevait déjà que 6 collaborateurs sur 10 disaient qu'il leur arrivait de se sentir isolés. Alors, en sociologie, la désaffiliation, c'est un processus qui a été décrit par un sociologue français assez connu, Robert Castel. Et pour lui, il y a dissociation du lien social et isolement du lien social dans notre société, très clairement. Et que le sociologue définit la désaffiliation comme étant le décrochage des régulations sociales qui sont nécessaires pour vivre, pour créer, et on serait moins armé dans ces moments de désaffiliation pour faire face à la montée des incertitudes. Donc finalement, la tendance aujourd'hui est à l'agitation. On remarque que malgré la multiplication des interactions, des moyens de communication, la tendance est à l'agitation et à l'usure. Chat, visioconférence, email, téléphone, etc. Le sentiment d'isolement, il se répand dans les entreprises françaises. Les outils de communication virtuels ont 2 effets pervers, a priori inattendus. D'abord, ils engendrent une sursollicitation des collaborateurs, constamment interrompus dans leurs tâches. Ensuite, les relations se dématérialisent et donc se déshumanisent, facteur aggravant de l'isolement en entreprise. Une autre conséquence de l'isolement au travail, c'est une insécurité ressentie par le collaborateur concerné. En effet, sur certaines études, on a pu voir qu'il craignait 20 fois plus d'être licencié, ce collaborateur. Les collaborateurs isolés se projettent aussi beaucoup moins dans leur entreprise. 70% d'entre eux déclarent vouloir rester dans l'entreprise moins de 5 ans. Enfin, leurs performances sont moins brillantes. En auto-évaluation, ils s'estiment à 6,9 pour 10 au niveau de leur efficacité de travail, alors que les personnes qui se sentent intégrées, qui ont leur place dans l'entreprise, s'évaluent à 8,4 sur 10. Alors, au niveau du télétravail, l'étude Paris Workplace 2019 révélait que le télétravail multiplie par 2 le sentiment d'isolement. 36% des télétravailleurs se sentent souvent seuls. Les télétravailleurs sont 1,5 fois plus nombreux à se dire stressés, 2 fois plus nombreux à estimer s'ennuyer, ou 3 fois plus nombreux, à craindre un licenciement. Le bureau physique, véritable agora de notre entreprise, de vos entreprises, est à re-questionner, bien évidemment, prudemment, notamment avec l'année qu'on vient de passer. Donc, l'étude Paris Workplace a mis en lumière, avant le confinement, que le besoin constant de maintenir des interactions physiques au sein de l'entreprise était essentiel. 77% des collaborateurs interrogés préfèrent des échanges en face à face. Une enquête Ipsos de 2018 de Jem Caillé du Brooklyn College, ce chercheur a pu démontrer que la motivation à travailler augmente quand on travaille 1 ou 2 jours par semaine chez soi, mais baisse au-delà. N'oublions pas que la présence dans l'entreprise permet d'entretenir son réseau social. On obtient bien évidemment des informations lors de moments informels, on sort de son entre-soi. Donc, il y a une nécessité de refabriquer du commun, de bricoler au sens d'Edgar Morin, recréer des espaces de rencontre physiques et non que virtuels. Donc, ce serait un de nos enjeux forts actuels, très clairement. Recréer du lien,
revenir aux fondamentaux pour mieux fidéliser, engager les personnes dans leur projet professionnel et dans le projet de l'entreprise. Effectivement, il y a un impact santé qui est considérable aujourd'hui. Si on ajoute à cela les tendances de nos sociétés à générer des effets physiologiques forts, comme augmenter les zones du cerveau liées à l'égocentrisme, à l'individualisme et à affaiblir les activations neuronales des zones du cerveau collectif. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces études, mais si vous voulez, dans le chat tout à l'heure, je pourrais revenir là-dessus et vous en dire un mot. Donc, on ne doit pas perdre de vue cette problématique du juste équilibre, bien évidemment. Donc, finalement, le télétravail a certes des intérêts, surtout en période de distanciation physique obligatoire, pour conserver à minima nos liens groupaux, pour diminuer nos trajets, pour gagner du temps et d'être plus efficace dans nos réunions, bien sûr. D'être, pour certains, moins dérangés par les sollicitations au sein de l'entreprise, ça aussi. Encore faut-il ne pas avoir trop de sollicitations à domicile. Et oui, aujourd'hui, on sait que les sollicitations à domicile sont multiples. Finalement, c'est comment le groupe travail nous aide, de par sa structuration et son organisation, à nous rassurer, à revenir sur les fondamentaux du travail et de l'humain. Nous savons maintenant aussi que le numérique est un jeu risqué, instabilité attentionnelle, une perte d'attention, je dirais, sur l'ensemble des générations aujourd'hui, à cause de ce numérique trop important, une perte d'intérêt aussi pour toute activité non numérique, et l'effet néfaste aussi d'une utilisation exagérée des écrans, aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Donc la situation peut vite tourner au casse-tête quand on doit rester productif professionnellement. Les tâches qui demandent de la réflexion et une attention soutenue doivent être réalisées pendant les rares moments de calme de la journée. À chaque moment de travail, votre attention doit être concentrée sur une seule tâche. Essayez de retenir peut-être cet adage. Un des dangers du travail à la maison, c'est aussi l'absence de séparation physique entre les différents moments de notre vie. D'ordinaire, le contexte dans lequel on se trouve rend possible certaines tâches et impossible d'autres. Lorsqu'on est à son bureau, loin de chez soi, il est difficile, par exemple, de préparer le dîner, on pourra tous en convenir. Cette séparation établit une hiérarchie naturelle entre toutes nos priorités, ce qui n'est plus le cas quand vous travaillez chez vous. Toutes les tâches sont théoriquement possibles quand on est à domicile, à chaque moment, et l'attention peut rapidement se volatiliser. C'est ce que démontrent les études sur lesquelles je me base. Donc, l'idée, c'est peut-être de réaliser des bulles d'attention pour recréer une frontière et protéger chaque action des autres activités possibles pendant le temps où on la réalise. Bien sûr, tout cela ne fonctionne qu'avec des bulles courtes en durée, d'où l'intérêt d'avoir des missions très simples. Par exemple, aussi, un autre facteur qu'on a vu en entreprise très clairement, qu'on a pu étudier, où on peut apporter une réponse, si vous êtes interrompu dans votre travail, notez soigneusement tout ce que vous auriez fait si vous aviez eu 10 minutes de plus, et il sera plus facile de reprendre où vous en étiez, alors que vous avez été coupé. Un autre point important, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance. L'homme est un animal social, Nicolas Tchekorus le dit régulièrement, appartenir à des groupes, au niveau personnel et professionnel, est essentiel pour former notre identité sociale. Et du coup, travailler le sentiment d'appartenance au groupe professionnel est important. C'est quelque chose, c'est une tâche à réaliser tous ensemble. Nous défendrons, quand on a un sentiment d'appartenance plus fort, davantage nos normes, les normes du groupe professionnel, et nous mettrons en avant les valeurs de ce groupe. Donc, télétravail, oui, mais à minima, je vous rappelle que les dernières études montrent 2 jours de télétravail maximum où l'employeur et le salarié vont s'y retrouver. Encore une fois, il a besoin, ce salarié, d'espace physique pour se raccrocher à son groupe identitaire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mon propos. Ça a pu peut-être susciter des idées, des réflexions sur lesquelles nous pourrons échanger dans un petit moment. Je te redonne la main, Nicolas. Et puis après, on pourra revenir sur certains points que j'ai pu développer ou sur d'autres que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure. Oui, merci Sam. Oui, alors vous avez là à l'écran, je vais vous parler un peu vous donner quelques pistes de réflexion en termes d'aménagement des environnements de travail dans ce contexte en pleine mutation, comme vous l'a présenté Sam.
Donc là, vous avez à l'écran des photos qui représentent l'aménagement de notre siège social, siège de Corus, le hangar, qui se situe à la Murette dans l'Isère. C'est un projet que nous avons réalisé avec les équipes il y a environ un peu plus de 2 ans. Je pourrais revenir dans la partie questions-réponses sur ce projet si besoin. Ce qui est sûr, c'est que, et ce que je voulais vous dire là, c'est que les bureaux de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Alors là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais le Covid et Zoom ou Skype ou Teams, en fonction des préférences, sont des alliés de circonstances qui accélèrent la fin des bureaux ringards. Il y a une nouvelle génération de bureaux qui doit voir le jour, qui doit être pour nous des bureaux plus énergisants, plus digitaux, plus écologiques, qui doivent nous donner envie de venir pour construire ensemble, comme l'a très bien dit Sam. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes convaincus qu'il faille continuer à se rassembler. L'homme est un animal social, oui, on le dit régulièrement chez Corus, qui a besoin de repères, et entre autres, parmi ces repères, il a besoin d'un espace physique. J'aime dire qu'un siège social reste un manifeste beaucoup plus efficace qu'une page Facebook ou qu'un site Internet. L'un n'empêche pas l'autre, bien entendu, il faut vivre avec son temps, ça va de soi. Dans cette période si particulière, attention de ne pas se précipiter dans nos choix. N'oublions pas que nous avons pris des décisions en urgence, face à une urgence qui s'appelle une crise sanitaire, la Covid, et du jour au lendemain, on a quand même un quart des effectifs, 20% de la population qui se sont retrouvés en télétravail, alors qu'habituellement, 4 à 5% de la population française faisait officiellement du télétravail. Donc, prendre des décisions dans des situations d'urgence, les solutions qui sont prises sont rarement durables dans le temps. En tant que conseil, Corus, en tous les cas, on préconise à nos clients de prendre un peu de recul pour prendre les meilleures décisions. Donc, gardons-nous bien des grands effets de balancier que nous avons déjà, nous, connus en tant que concepteurs, aménageurs par le passé, qui ont consisté à nous dire, passons du tout fermé tout fermé au tout open space avec les conséquences qu'on a connues sur le confort des utilisateurs. Après, du tout open space au tout flex office, pareil, avec des conséquences non négligeables. Samuel en parlait, entre autres, sur la dépersonnalisation avec le flex office. Plus personne n'a de bureau, alors qu'on sait que l'humain a besoin de repères, a besoin de personnaliser son espace, et aujourd'hui, du tout présentiel au tout distanciel. Donc, l'organisation de nos entreprises doit être pensée dans un équilibre intelligent entre physique et digital, entre vie familiale et professionnelle, entre performance individuelle et efficience collective, entre autonomie et lien social. Nous ne croyons pas chez Corus au total remote. Le total remote, c'est l'idée de se dire qu'on pourrait passer tout le monde en télétravail en temps complet, 5 jours dans la semaine, ce qui est préconisé par un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Les études dont nous a fait part Samuel montrent très clairement qu'au-delà de 2 jours de télétravail, les bénéfices indéniables sur certaines activités, on en convient très bien, sur certains usages réalisés à distance sont perdus, et ce mode de travail, au-delà d'une certaine volumétrie, devient contre-productif. Ce qu'on peut également vous dire de façon assez pragmatique, ce que l'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a une forte demande à poursuivre quand même l'expérience télétravail, que ce soit d'un point de vue des collaborateurs, parce que ça a du bon, Samuel l'a dit, c'est incontestable,
et d'un point de vue aussi des employeurs qui se sont rendus compte, même pour ceux qui étaient sceptiques, que certaines activités peuvent très bien être faites depuis le domicile avec potentiellement plus d'efficience. À cela, vous pouvez rajouter tous les bénéfices pour la planète, hein, moins d'embouteillage, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des avantages qui sont indéniables, qu'on constate. Par contre, des vrais inconvénients également. Samuel parlait de la problématique équilibre vie privée, vie professionnelle. On voit de plus en plus de personnes qui sont pertes de repères, qui sont isolées. Et aujourd'hui, les experts de NACEOL, psychologues, alertent au même titre que l'Organisation mondiale de la santé sur les risques, effectivement, de cet isolement lié à un surtélétravail. Un autre constat très important, là, qui est fait par les experts ostéopathes de NACEOL, mais experts de NACEOL ou pas, ou en dehors, c'est la recrudescence des troubles musculo-squelettiques. En effet, les gens sont partis au télétravail sans savoir forcément comment organiser leur poste de travail. Donc, on a des personnes qui aujourd'hui travaillent sur le canapé dans le salon, sur une chaise de camping, voilà. Et tout ça, alors, ça fait les beaux jours des ostéopathes, mais en tous les cas, ça démultiplie les troubles et le risque d'absentéisme pour les entreprises. D'ailleurs, on a, durant la période de confinement, Corus et NACEOL, nous sommes intervenus, c'est un des webinaires qui a été animé par Lisa Richard, notre ergonome, comment organiser son poste de travail pour éviter les risques et avoir les bons gestes et postures. Ce que nous pouvons également retenir, c'est que nous ne reviendrons pas en arrière. Il y a une étape importante qui a été franchie en termes de nouveaux modes de travail. Pour autant, les choses, on en est assez convaincu, vont se rééquilibrer naturellement dans le temps en travail à distance et présentiel. Donc, on a vraiment, vous, entreprise, nous avons un rôle majeur pour accompagner ces changements au niveau de l'organisation des espaces qui ne seront plus les mêmes, comme je vous l'ai dit. Les grandes tendances qui se dessinent, afin, entre autres, que les entreprises puissent quand même rester attractives et faire revenir leurs salariés au sein des bureaux traditionnels. Les grandes tendances, très rapidement, on synthèse, je vois que le temps tourne, des bureaux qui devront être des lieux inspirants, énergisants, comme je vous l'ai dit, expérientiels, des vrais lieux d'apprentissage continu et de stimulation. C'est le cas du hangar, le projet qu'on a mené il y a 2 ans, on l'a fait dans cette veine. C'est ce que Corus mène également avec Grenoble École de Management. On a créé un Open Lab autour du management, de l'innovation et de la créativité. Il faut que les bureaux de demain soient plus vitalisés. Une autre grande tendance, les bureaux vont devoir, Samuel l'a dit, devenir des vrais lieux de partage. Pas seulement avec des bureaux fermés, des open space, des flex office qui font pas tant la part belle au partage et aux synergies. On va gagner sur les espaces individuels, donc il va y avoir une question d'optimisation des mètres carrés, qui est un vrai enjeu aussi pour nous aménageurs, mais on va multiplier les espaces collectifs et d'échanges informels. Des lieux où on se retrouve pour rester connecté avec le collectif, avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Je rappelle que la performance d'une entreprise tient avant tout à son collectif. Un autre point sur l'évolution à venir des bureaux et en cours, ce sera que les bureaux de demain seront des bureaux pluriels. Ça, c'est indéniable. Oui, il y aura les bureaux traditionnels qui vont devoir évoluer, mais il y aura le home office, le télétravail, et puis il y aura les tiers-lieux, les espaces de coworking, avec des évolutions permanentes de ces espaces. Un autre point fondamental, c'est que les espaces de demain devront également être des espaces à géométrie variable, modulaire,
flexibles qui vont s'adapter aux usages qui doivent évoluer de façon constante et permanente et qui vont devoir répondre à une logique aussi de développement durable demain. Et c'est un projet dans lequel Corus est engagé à travers un projet demi-circulaire qui s'appelle le 5R. On ne peut plus tout casser et tout refaire au sein des espaces. Il va falloir que ces espaces, pour répondre aux nouveaux usages et nouvelles attentes des utilisateurs, soient beaucoup plus flexibles et adaptables. Enfin, on pourra parler au-delà de bureaux, on parlera de plus en plus de lieux de vie, des lieux avec une forte proposition servicielle. Demain, les entreprises qui souhaitent être attractives, attirer les talents, vont devoir intégrer demain des espaces, alors des espaces à mutualiser. Toutes les entreprises ne pourront pas se payer un espace santé, une conciergerie, une crèche, un espace de repos. On va avoir des lieux qui vont favoriser le décloisonnement de lieux de couchage, lieux d'activité, lieux de loisirs et de commerce. Donc, on voit émerger ces lieux de vie déjà sur la région Île-de-France et c'est une tendance qui est en train d'arriver aussi de se développer en province et tendance sur laquelle Corus est également aussi en train de travailler. Pour terminer, on a interrogé dernièrement notre pôle conseil et stratégie chez Corus, les utilisateurs, nos clients. Et vous, pourquoi revenez-vous au bureau? Qu'est-ce que vous venez chercher? Eh bien, je vais vous livrer, là, c'est une enquête assez récente. Ils souhaitent revenir pour le lien social, voir mon équipe, mon manager et les autres personnes avec qui je n'ai pas forcément de relation fonctionnelle, mais que je croisais avant et que j'ai besoin de croiser, ne serait-ce que pour des échanges informels. Pour mon métier, travailler autour des produits, pour retrouver une ambiance de travail qu'il est difficile de trouver chez soi en home office, et pour rythmer la semaine. Là, on revient à la logique de repère, d'encadrement. Donc, pour conclure, le réaménagement des environnements de travail est un magnifique levier très pragmatique de transformation de vos entreprises dans ce contexte si particulier. Mais cette transformation doit également se faire pas seulement au niveau de l'espace physique, également au plan managérial, organisationnel, humain. C'est la démarche systémique HOME, H-O-M-E, Humain, Organisation, Management, Environnement, que nous préconisons. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Oui, dans les outils ou les techniques d'intelligence collective, il y a effectivement des choses très intéressantes et très inspirantes. Moi, je crois que là-dessus, on a, que ce soit dans les inspirations de l'école de management de Grenoble, que ce soit dans ce que nous, on peut utiliser au laboratoire de sciences humaines, en sciences de l'éducation, au niveau des pédagogies, de psycho, comment on va réutiliser effectivement des approches, des méthodologies qui vont favoriser l'intelligence collective basées sur l'intelligence émotionnelle. Ce qui est intéressant dans l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle, ça va être de développer finalement les compétences émotionnelles. Aujourd'hui, dans ce qu'on a présenté dans le propos avec Nicolas, finalement, on voit bien que nos compétences émotionnelles, elles sont touchées durement en fait. Et que pour refaire du collectif, eh bien, il va falloir utiliser une méthodologie. Donc, dans le HOME dont parlait Nicolas, bien évidemment, il y a plusieurs étapes. Selon, je dirais, le rapport ou selon les besoins que vous auriez, en tout cas, nécessairement, on va passer par des outils d'intelligence collective, d'intelligence émotionnelle pour développer des compétences émotionnelles. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rende bien compte dans le collectif qu'on a des choses communes et puis on a aussi des choses très singulières. Aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne finalement à mieux se connaître, soi, mieux connaître les autres, pour mieux se reconnaître soi-même dans le groupe,
quelle est ma place dans le groupe, pour mieux reconnaître les autres dans le groupe, leur faire une place, et finalement mieux renaître. Connaître, reconnaître, pour mieux renaître. C'est-à-dire qu'il y a un vrai défi, et 2021, il y a une étude qui est sortie que j'ai lue la semaine dernière qui était passionnante. Les personnes qui arriveront à faire face à ce qui va se passer 2021 et plus, c'est des personnes qui sont en capacité de remettre en question leurs propres croyances. Et ça passera par l'intelligence collective. Parce qu'on a tous nos intuitions, on a tous effectivement notre manière de penser. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on les confronte et qu'on réfléchisse ensemble vraiment de manière forte. Voilà. Et ça me paraît vraiment indispensable et hyper intéressant en fait, et hyper humain, hyper vivant, dynamique. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis enthousiaste aussi à cette idée-là, quand bien même c'est 2020 et anxiogène, clairement. Voilà. Mais 2021-2022 peut être très optimiste. Pardon, je suis un peu long. Non, non, très bien. Moi, je rajouterais simplement, à l'instar de ce qu'on a présenté sur le hangar, dans la logique d'intelligence collective, oui, il faut être dans des logiques de co-construction pour s'assurer de l'adhésion du collectif. C'est ce qu'on a fait avec le hangar. Ça peut pas simplement être la projection d'une direction. On est de moins en moins dans des systèmes, en tous les cas, on préconise top-down. Il faut être aussi dans des systèmes bottom-up, faire émerger les idées du bas. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs pour faciliter la transformation des entreprises, qui est un sujet très complexe. Le réaménagement des bureaux est quelque chose de très tangible, très pragmatique et qui parle absolument à tout le monde. Et là, tous les collaborateurs peuvent se sentir concernés et impliqués dans cette démarche. Voilà, donc ça, c'est fondamental. Alors, moi, je prends juste la main sur les recherches qu'on a faites et effectivement, on a accompagné pas mal de personnes pendant cette période si particulière de 2020. Et puis après, peut-être que Nicolas, au niveau des entreprises avec lesquelles tu travailles particulièrement, du coup, effectivement, le 100% télétravail, comme je le disais tout à l'heure, toutes les études convergent sur sur ce 1 à 2 jours par semaine qui va être tout à fait bénéfique pour le salarié et pour l'employeur. Et on a plus de performance des salariés dans cette entente, mais c'est un peu dans l'idée de co-construction telle que le définissait tout à l'heure Nicolas. Maintenant, sur du 100% télétravail imposé, qui existait d'ailleurs avant sur certaines entreprises, très clairement, dans leur façon d'organiser leur travail, et le 100% de personnes qui se sont mis à faire du télétravail pendant 2020, on a eu un enthousiasme très clair au début, de manière assez majoritaire, je dirais, mais qui s'est décliné au fur et à mesure des jours, pas des semaines, des jours. C'est-à-dire qu'en fait, un des premiers facteurs qui a été délétère à cette période-là, c'est que finalement, j'ai besoin de trouver ma place au sein de l'entreprise, de la garder, d'être utile pour les autres. Je m'adapte, je me suradapte, super. Élan collectif, on le voit, il y a une crise, l'être humain, il se mobilise. Maintenant, de jour en jour, les gens ont explosé leurs heures, leur amplitude horaire. Commençaient tôt, finissaient tard, étaient en lien avec plein de groupes, etc. Et finalement, on a vu que le télétravail, ce n'était plus que du télétravail, c'était du 100% écran sur des heures assez énormes en amplitude horaire. Et au final, une usure qui s'est installée petit à petit. Aujourd'hui, alors on l'avait dit dans d'autres webinaires, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais très clairement, l'OMS avait prévu qu'en 2025, il y ait 25% des gens qui vivent des épisodes de dépression forts. On les a atteints en 2020 avec l'année si particulière qu'on a vécue. Donc, le 100% télétravail, il doit être accompagné, sinon à terme c'est une usure très claire des personnes. L'exemple de mars 2020 a été le plus bel exemple et voilà, en quelques jours ça s'est détérioré pour une majorité de personnes. Maintenant il y a des personnes qui ont pu
s'y retrouver, mais c'est pas du tout la majorité. Et c'est pas parce qu'il y en a qui ont réussi, entre guillemets, que ça doit être la règle. Ces personnes qui y sont arrivées, c'est parce qu'il y avait des bonnes conditions, je dirais, de domicile, des gens qui ont gardé du réseau, qui ont gardé du lien. Finalement, on les a vus aussi bouger, qui pouvaient être moins isolés que les autres. Donc là, il y a des études très, très intéressantes. Voilà, j'arrête là-dessus pour laisser place à Nicolas, puis peut-être aux autres questions. Non, oui, moi, 2 mots, je vous invite à aller voir. Alors, je vais pas forcément citer les entreprises, je peux en citer une, Yahoo, qui a lancé le Total Remote il y a près de 10 ans et qui l'a définitivement proscrit. Regardez les entreprises qui se sont lancées, qui ont été précurseurs sur le sujet, en sont totalement toutes revenues. Voilà, donc bon, ça donne. Voilà, l'accompagnement était peut-être pas à la hauteur de ce qu'il fallait faire, mais voilà. En tous les cas, encore une fois, c'est raison gardée, c'est un balancier. Il faut le repositionner au bon endroit. Je l'ai dit tout à l'heure, on reviendra pas totalement en arrière, mais c'est un peu le mythe de Sisyphe, ce balancier qui doit se repositionner aux entreprises de trouver ce juste équilibre dont je parlais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ça fait partie justement des facteurs dont je parlais tout à l'heure. En ce qui me concerne, après Nicolas aussi, plus particulièrement au niveau de l'entreprise, peut-être pourra rajouter quelque chose. Oui. Néanmoins, la génération numérique, hein, c'était aussi en lien avec mon propos à un moment donné, mais que j'ai pas forcément développé, puisqu'on connaît tous de plus en plus, en tout cas, peut-être pas tous, mais les effets néfastes du numérique. Notamment, c'était mon propos sur le cerveau égoïste et collectif. En fait, il y a des recherches internationales, alors vraiment mondiales, partagées par énormément de chercheurs, aussi bien en Asie qu'aux États-Unis, qu'en Europe et en Afrique, notamment en Afrique du Sud, sur des milliers de citoyens, de salariés, etc. Et entre autres, ce qui ressort, c'est que en Asie, on a les zones du cerveau qui sont animées au niveau du collectif, qui sont beaucoup plus présentes que les zones individuelles, égocentriques. Qu'en Amérique, aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse, c'est que l'Europe se situe un petit peu au milieu des deux, mais de plus en plus, effectivement, sur l'égocentrisme. Qu'est-ce que ça, en soi, pas de problème, mais au final, qu'est-ce que ça crée? Depuis quelques années, c'est là une première depuis 50 ans, le quotient intellectuel diminue au niveau des générations qui arrivent. C'est-à-dire que pour moi, c'est un point symbolique. C'est-à-dire que le numérique, quand bien même ces générations peuvent s'adapter, peuvent dire oui, moi ça me convient bien, il n'empêche que les compétences sont de moins en moins importantes et que la dimension collective, elle est de moins en moins prégnante. Et que le numérique, très clairement, a des effets néfastes sur du long terme. Donc, sur du court terme, 2-3 ans, pas de problème. Et peut-être que nos entreprises ne fonctionneront d'ailleurs que sur un mouvement de 2 à 3 ans et qui vont se remettre en question, très, très rapidement, tout le temps, vont passer de salarié à salarié. Mais comme tu le disais très bien, Nicolas, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de venir à un juste équilibre, de devenir raisonnable. Yahoo a fait cette expérience, comme d'autres entreprises reviennent dessus. Et oui, il y a un effet qui est différent chez les générations parce qu'elles acceptent davantage, mais elles n'ont pas un esprit critique assez pertinent. L'esprit critique, je finis là-dessus, c'est quoi? C'est la flexibilité cognitive, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit, eh bien, c'est le transgénérationnel, c'est l'intergénérationnel qui va faire que on va y arriver. Et qu'il n'y a pas une génération qui doit imposer son modèle à une autre, mais on va réfléchir ensemble à qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est limitant, qu'est-ce qui est dangereux, et réapprendre ensemble, cette idée de renaître. Voilà. Nicolas, je te laisse. Très, très rapidement, merci Sam. Une expérience concrète, nous, on travaille avec Grenoble École de Management, entre autres sur l'Open Lab, sur cette question générationnelle. Il faut tordre le cou aux idées reçues. Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ont absolument besoin de se retrouver. Ils souffrent énormément de la situation. Moi, j'ai organisé des ateliers là en période de pseudo-confinement, au moment où on pouvait bouger avec des jeunes, ce qu'on va appeler la génération Z et milléniale,
qui nous disent mais nous stop là, ras-le-bol, il faut qu'on puisse se retrouver. Alors les universités ont dû s'organiser avec des cours en distanciel, mais ils se disent pourvu que ça ne dure pas. Et j'ai entendu ce matin sur RMC Info la recrudescence de risques psychosociaux auprès des générations de 20-25 ans du fait de cette perte de repères social qui est encore une fois catastrophique. L'OMS, là en ce moment, annonce, je vous le dis, d'ici 2025 en 2030, 30% de burn-out, c'est-à-dire qu'une personne sur 3 aura potentiellement touché du doigt, de près ou de loin, le burn-out. C'est juste effrayant. Voilà. Oui, Nicolas, bien évidemment, je travaille à l'université, entre autres, et c'est un très bon exemple, parce qu'on pensait tous, les enseignants, que les générations allaient être complètement en accord avec cette nouvelle modalité pédagogique, alors que nous, on était plutôt partagés, il y a beaucoup de débats, etc. Donc, bien évidemment, il n'y a pas tout acheté, mais c'est vrai que ce que tu dis, et ça reflète ce qu'on échangeait tout à l'heure, ils en ont ras-le-bol, et très clairement, on en perd de plus en plus. Donc, si l'idée, c'est de perdre des gens, pas de problème, continuons comme ça, on va en perdre un paquet, voilà. Mais je crois pas encore une fois que ce soit la bonne idée, parce que les effets seront encore beaucoup plus forts et dangereux par la suite. Alors, est-ce que la question de Fleur est de dire est-ce qu'il y a un alignement entre la direction, les managers et les collaborateurs quant à l'urgence et à la situation? Alors ça dépend totalement des entreprises et du système de gouvernance. Est-ce que c'est un enjeu prégnant porté par la direction que le sujet de la santé, le sujet social? Il y a aujourd'hui, je le redis, un constat qui est réel, c'est Fleur, c'est 93% des salariés, c'est pas rien, c'est Akineo, c'est l'ARCEP qui le dit, ont conscience que leur environnement de travail, espace physique, on a eu l'amiante il y a quelques années, mais là la qualité de l'air, l'hygrométrie, la température, ont un impact fort sur leur santé. Aujourd'hui, les dirigeants n'ont plus bien le choix. Il y a quand même une question réglementaire, pénale. Il y a le plan santé 2017-2020 qui est de plus en plus draconien, qui dit aux employeurs la santé de vos collaborateurs, et pourtant la santé, elle est plurielle, elle ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise, elle dépend de beaucoup de facteurs, mais vous devez vous en préoccuper, sinon ça peut être de votre responsabilité. Donc oui, on voit nous encore des entreprises, quand on va avec l'offre santé aujourd'hui auprès des entreprises, on ne reçoit pas que, et on peut le dire, un accueil extrêmement chaleureux sur l'offre, mais on sent petit à petit que les lignes bougent et que les entrepreneurs sont de plus en plus conscients qu'ils doivent prendre à bras-le-corps ce sujet, parce que la principale ressource d'une entreprise, c'est la ressource humaine, et le principal capital d'une ressource humaine, c'est sa santé. Si un entrepreneur a des salariés en mauvaise santé, il ne peut rien faire. Donc, on espère que mais les lignes bougent doucement, mais sûrement. Oui, et Fleur précise sa question en disant qu'au niveau de la santé psychologique, il me semble que les dirigeants et les collaborateurs font face à des enjeux différents. Oui, bien évidemment qu'il y a des enjeux différents. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est dans les accompagnements là qu'on a fait, c'est que les dirigeants sont surmenés, en surcharge de travail, alors même titre que les collaborateurs, mais avec des responsabilités autres au niveau des dirigeants, avec des montées d'incertitude sur l'avenir qui sont de plus en plus forts. Et je trouve que dans les accompagnements qu'on a fait, là aussi, je sens des dirigeants qui sont de plus en plus isolés, quand bien même il y a peut-être une réactivité qui est plus importante parce qu'en termes de pouvoir d'agir, justement, ils ont le sentiment de pouvoir agir. Mais jusqu'à quel épuisement, quel isolement pour ceux qui réussissent, je dirais que c'est des personnes qui ont fait un gros travail sur eux, qui se connaissent bien, justement, la connaissance de soi tout à l'heure dont je parlais, la reconnaissance pour trouver sa place également.
Et du coup, peut-être que moi, je dirais, Fleur, au contraire, que même s'il y a des différences notables, il y a de plus en plus de communs entre les dirigeants et les collaborateurs face à une situation, je dirais, commune, qui est ces évolutions qu'on connaît depuis 2020. Voilà. Il y a Olivier Bernard. Merci à vous deux, très inspirant, surtout factuel, car basé sur des expériences et données scientifiques. Oui, c'est vrai. Les neurosciences nous aident grandement dans la connaissance du fonctionnement de l'humain, très clairement, et que ces neurosciences voilà, confirment beaucoup nos propos là aujourd'hui. Est-ce que et effectivement, enfin toutes les sciences aujourd'hui nous inspirent et là aussi on va de moins en moins vers des scientifiques qui détiennent une vérité, mais on est de plus en plus sur de l'interdisciplinaire, tel qu'on le fait avec NASEOL, tel qu'on le fait entre NASEOL et Chorus. Ça nous paraît aussi très intéressant de pas rester juste dans son silo, dans nos croyances. Encore une fois, il faut qu'on confronte nos croyances, nos expériences aussi de terrain. C'est pour ça qu'il y a une personnalisation qui me paraît hyper importante, dont parlait Nicolas tout à l'heure, dans les accompagnements, que ce soit au niveau du home, du HOME, et au niveau de l'environnement, donc particulièrement chez Chorus. Il y a cette nécessité d'être de proximité, de réfléchir ensemble pour mieux agir ensemble dans quelque chose de cohérent. Je crois qu'on va pouvoir, merci Sam, conclure. Vous remercier. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de votre écoute active. On va vous laisser aller déjeuner, c'est l'heure. Voilà. Très bien. Bon appétit. Très bon appétit à tous. Merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. Au revoir.